Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Heureuse de vous retrouver. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin et vous allez pouvoir prendre la parole au 39 21 autour de sujets qui vous concernent, bien sûr, qui vous touchent, qui vous indignent, peut-être, qui vous rassemblent. La ligne est ouverte au 39 21 et jusqu'à 1h du matin, c'est Benjamin qui fait ses premiers pas dans l'équipe et qui sera à vos côtés cet été pour vous accueillir. Amandine, bien sûr, et Paul, qui vont se faire un plaisir de vous y accueillir sous le regard complice de Philippe Chartier, qui officie en régie. Nous vous invitons également à réagir à tout ce qui se dit, que ce soit par mail, europe1.fr, sur la page Facebook ou encore par SMS au 7 39 21, en faisant précéder votre message du mot nuit. 39 21, on n'attend plus que vous. Europe 1. Bonsoir Célia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. C'est un plaisir. C'est gentil. Et vous avez un petit accent du sud, vous ? Oui. Oui. Oui, vous pouvez pas le dissimuler. Oui, hein. on dira pas le nom de la ville, mais oui, j'ai un petit accent du sud, oui. Non, on dira pas. Non, ça, vous avez raison. Ça permet un relatif anonymat. C'est bien, voilà. C'est l'avantage de la radio. Voilà. Donc, en fait, j'appelais parce que, voilà, ça fait 1 an et demi que je suis avec mon copain. Il faut savoir que tous les deux, on est un peu travailleurs handicapés, entre guillemets, et qu'on a certains problèmes psychiques tous les deux. Bon, mais c'est pas grave. Et donc, ça fait 1 an et demi que je suis avec mon copain. Oui. Et encore ce soir, je lui téléphonais et il commence à me crier dessus. Pourquoi ? Parce que d'emblée ? Non, pas d'emblée, mais parce qu'à un moment donné dans la conversation, je lui ai dit, mais je lui ai posé juste une question simple par rapport à quelque chose. Et il me dit, ouais, tu m'écoutes pas, patati, patata. Et puis alors au début, il était très attentionné. Les 6 premiers mois de notre rencontre, il était très attentionné, bien sûr. Et là, il l'est beaucoup moins. C'est un monsieur qui n'a pas travaillé depuis à peu près plus de 6 mois. Oui. Vu qu'on s'est rencontrés dans une formation, on était dans la même formation. Oui. On était dans la même formation, donc on s'est rencontrés là-bas. On s'est mis ensemble là-bas. On avait des restrictions tous les deux, mais bon, on s'est arrangé. Dans la formation, on avait des restrictions, on n'avait pas le droit de se toucher, ni de s'embrasser, ni quoi que ce soit. Ah oui, c'est un peu normal. Bon, c'est dans un cadre professionnel, donc. C'est dans un cadre professionnel, voilà, c'est ça. Mais bon, on en a pas. Vous me faites rire avec le terme restriction. Restriction budgétaire. Oui, ça fait un peu ça. C'est restriction affective, là. Restriction affective. Voilà, c'est ça. Et au début, il était très attentionné. Et puis là, ça fait à peu près plus de 3 mois qu'il commence à me crier dessus. Alors, monsieur est réac. Parfois, il est réac. Il est réac de ce qu'il voit à la télé, de ce qu'il entend à la radio, de ce qu'il voit sur la route. Bon, je dis rien, mais j'aime pas trop les cris parce que vous savez, j'avais un papa qui était méchant. J'avais un papa qui était colérique, qui était buveur et fumeur et colérique. Mais ça vous rappelle de mauvais souvenirs. Ça me rappelle mon père. Et malgré que j'aille 47 ans, ça me terrifie encore d'entendre des gens hurler sur moi. Alors, je me dis, est-ce qu'il a le droit de hurler sur moi comme ça ? Non. Est-ce que je ferais pas mieux de le quitter ?
En tout cas, de lui dire que vous n'acceptez pas qu'il hurle et que même si l'actualité le touche, vous ne devez pas en payer les conséquences. Et peut-être qu'il faudrait par moment qu'il se... Et alors il se défend, il se dit c'est pas contre toi que je hurle. Oui, mais alors moi. d'autant plus. Voilà ce qu'il dit. Oui, certainement qu'il est peut-être angoissé, du coup ça le rend irritable, mais il faut que vous mettiez des limites très fermes. Et éventuellement, si vous voyez que ça ne change rien à son comportement, à ce moment-là, peut-être, plutôt que de vous angoisser, mettre un terme à cette histoire, mais lui en parler auparavant. Parce qu'il n'a pas à vous crier dessus. Bon, dans un couple, ça peut arriver qu'on se dispute, mais ça ne doit pas devenir un mode de communication systématique. Oui, parce que chez lui, il me dit toujours oui, t'inquiète pas, c'est pas contre toi que je râle. Oui, mais j'entends les cris, moi ça me. En tout cas, c'est vous qui le. Des cris, mais c'est des haussements de voix qui me perturbent, quoi. C'est des haussements de voix qui me perturbent. Est-ce qu'il est plus angoissé? Parfois c'est contre moi. Oui, ça arrive d'être angoissé. Il a de nombreux problèmes de santé en ce moment. Il peut pas travailler, il travaille pas. Vous avez retrouvé, vous, Célia? C'est moi qui subviens à la nourriture. Est-ce que du coup, vous avez retrouvé du travail suite à cette formation? Non, pas je n'ai encore. Pas retrouvé de travail et pourtant je cherche. Oui. Vous cherchez dans quel domaine? Je cherche soit dans l'administratif. Oui. Ou soit dans la vente. Et je trouve pas pour l'instant. Dans la vente? Dans la vente, oui. Oui. Vente sans... Oh, vente alimentation, vente PAP, prêt-à-porter ou autre chose. Mais je regarde tous les jours et je trouve pas. Et puis en plus, je voudrais rajouter que mardi prochain, le 3, on s'en va pour 15 jours en vacances tous les deux et on va se retrouver pendant 15 jours tous les deux. Lui qui aime bien sa liberté, c'est-à-dire il arrive le samedi et il repart le mardi, il vient chez moi et puis après il retourne chez lui. Et puis il aime bien sa liberté, puis on devait aménager à 2 au départ. Et puis monsieur se rétracte, commence à se rétracter. Non, j'ai besoin de mon indépendance, tu comprends. Je veux me mettre avec toi, mais pas tout de suite. Voilà quoi, il recule quoi. Il recule. C'est peut-être mieux d'ailleurs, finalement, pour le moment, s'il n'est pas très bien, si vous, vu ce que vous me dites et qui vous angoisse, le fait qu'il se met vite en colère, qu'il s'emporte facilement, même si ce n'est pas après vous, mais c'est peut-être mieux de ne pas vous envisager une vie de couple. Il faudrait déjà que vous retrouviez peut-être l'un et l'autre une forme de stabilité. Vous ne pensez pas? Oui, si, je pense, oui. Stabilité professionnelle, vous voulez dire hein? Oui, professionnelle et personnelle. Et puis, vous allez voir un peu comment il va réagir. C'est-à-dire que c'est important ce que vous me dites. Moi, je demande que ça, aller travailler. Mais j'entends bien. Pas. Je suis travailleur handicapé et les travailleurs handicapés, plus compliqué. Ils ne trouvent pas de travail et l'État ne leur donne pas de travail non plus. Malheureusement, le marché de l'emploi est ce qu'il est et c'est vrai que pour les travailleurs handicapés, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué, oui. Mais parce que vous avez, quand vous cherchez, c'est quelque chose, vous voudriez un aménagement du temps de travail, du fait de votre handicap? Non, pas d'aménagement du temps de travail. Mon handicap est psychique, je peux le dire. Il me faut pas de stress, il me faut pas de pression. Voilà mon handicap. D'accord. Donc peut-être, je dis ça parce que la vente, vous êtes quand même soumise à une forme de pression. Il y a des chiffres à fournir. Oui. Peut-être que dans un travail administratif. Je me cherche un petit job cool.
Je vous comprends. Oui, oui, bien sûr. Je me cherche un petit job cool dans la vente, quelque chose de pas trop... mais parfois, il cherche... Alors, c'est tout sauf cool en termes de rythme, mais parfois, on voit dans les... Moi, je vois là près de chez moi, surtout à l'approche de l'été, il cherche dans la restauration. Alors, la restauration, c'est pas cool du tout. C'est des rythmes, enfin, intenses. La boulangerie aussi. Mais c'est vrai que c'est... La boulangerie non plus. Mais, oui, vous n'envisagez pas ça. Parce qu'il peut y avoir une ambiance parfois un peu familiale, on voit. C'est ça que je rebondis sur ce que vous dites, quelque chose d'un peu cool. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une grosse entreprise, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail. Et puis, il y a le contact avec les clients. C'est pas toujours simple. La restauration et la boulangerie, c'est mes deux bêtes noires. Ah bon, d'accord. Alors, vous chercheriez dans quoi? Dans le prêt-à-porter? Dans le prêt-à-porter ou dans la parfumerie, des choses comme ça. Ah, vous aimez... d'accord. Les bijoux, les bijoux fantaisie, tout ça et tout. Mais c'est vrai que moi, dans ce couple, je me suis un peu perdue de vue, quoi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Comment avez-vous le sentiment de vous être perdu de vue dans cette histoire? Par exemple, aujourd'hui, j'ai été faire les soldes et j'en ai retiré aucun plaisir. Vous avez trouvé des choses? Oui, j'ai trouvé des choses et j'en ai retiré aucun plaisir. Alors que d'habitude, c'est un moment que vous aimez, que vous appréciez. Quand je suis célibataire, c'est un moment que j'apprécie et je suis contente avec mes petits paquets. Je suis fière et tout. Je suis contente de moi. Oui. Et là, j'en ai retiré aucun plaisir, quoi. Je me dis peut-être je me suis perdue de vue dans ce couple, quoi. J'existe plus, quoi. Je sors plus. Déjà, on sort même pas. Monsieur est toujours fatigué ou a toujours un problème de santé qui l'empêche de sortir. On sort très peu. Ça vous tracasse, oui, c'est ça. Je suis complètement enfermée dans ce couple, quoi, en fait. Je suis enfermée dans ce couple. Et c'est pas du tout mon truc d'être enfermée dans un couple. Et pourtant, par soumission, je me laisse enfermer, quoi. C'est déjà important, là, que vous en preniez conscience. Que finalement, vous avez le sentiment un peu de vous éteindre, vous. De vous soumettre. Oui, voilà, c'est ça. Bon, dans cette histoire, c'est important là de penser à vous finalement. D'autant que vous avez quand même un peu des objectifs, et c'est pour ça que le fait que lui dise que pour le moment il n'envisage pas une relation de couple sous le même toit, c'est pas plus mal. Maintenant, vous me parlez des vacances, vous appréhendez un peu, semble-t-il, ces 15 jours là à venir. Oui, j'appréhende un peu. Oui, de vous retrouver 15 jours pleins avec lui. Ça me dérange pas de me retrouver 15 jours avec lui, mais c'est vrai qu'on s'est un peu emballé, on a pris 2 semaines, mais finalement on aurait mieux fait de prendre qu'une semaine. Vous verrez bien. Largement suffisant. De toute façon, j'ai envie de vous dire, Célia, si vraiment, peut-être que vous allez avoir une bonne surprise. En vacances, il y a moins de contraintes, on est dans un autre cadre. Peut-être que ça va vous permettre aussi de vous retrouver différemment. Si ce n'était pas le cas, après tout, vous n'êtes pas obligé de prolonger. Mais est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de cette sensation d'enfermement que vous avez? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez, vous vous sentez tributaire un peu de lui, plus dépendante? Oui, je me sens un peu tributaire de lui parce qu'avant, quand j'étais célibataire, avant de le rencontrer, je me débrouillais pour sortir. Oui, vous aimez sortir, vous. J'allais sur des sites internet, je sortais avec d'autres gens, même si je les connaissais pas, type Amiez. Oui, d'accord. Je sortais. Vous avez besoin d'échanges, en fait. Je vois personne, en fait. Voilà ce que je voulais dire aussi dans mon couple, c'est que je vois personne. Parce que il est très, je discute pas trop avec des gens. J'ai très peu de relations. Donc ça m'abétit un peu. Lui est plus casanier que vous. Oui, lui est beaucoup plus casanier que moi, oui. Lui peut rester seul finalement, ça ne le dérange pas. Lui peut rester seul, ça le dérange pas, au contraire, ça l'arrange. Et donc quand vous avez envie de sortir, même avec vous, même pour vous faire plaisir, il ne vous suit pas. C'est-à-dire il me propose rien, quoi. Mais oui, mais il va pas bien cet homme non plus, hein. Non, il va pas bien. Bon. Alors, il est tout le temps malade, soit il a mal aux yeux, soit il a mal au dos. D'accord. Soit ça va pas, il me propose pas de sortie.
financièrement, il est ruiné. Enfin, il est ruiné entre guillemets. Je sais pas où je vais avec lui. Je sais pas où je vais. C'est le brouillard total. Alors, c'est-à-dire, oui, mais dans ce brouillard, on distingue quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'ombres qui sont un peu angoissantes. Je comprends votre sentiment. Moi, du coup, je sais pas que je déprime, mais c'est que je deviens. Je deviens un peu soumise et enfermée c'est-à-dire que vous êtes dépendante de lui. Oui, voilà, alors qu'au fond, malgré vos difficultés psychiques, vous aimez, vous êtes sociable. Vous avez besoin de contact. Moi, je suis sociable et j'ai besoin de contact. Et vous savez que ça doit même vous aider à aller mieux. Oui, en plus. Parce que d'une certaine façon, ça vous divertit de vos difficultés. Ces échanges, ce besoin des autres. Exactement. Là où vous avez rencontré un homme qui, lui, ne va pas bien, mais qui, du coup, est très replié sur lui-même. Oui, sur ses différentes problèmes physiques, ses somatisations. Et insidieusement, il ne le fait pas volontairement, bien sûr. C'est pas. Mais comme il ne va pas bien, à son contact, vous-même, vous vous assombrissez. Vous vous renfermez. Oui. Donc, il ne le fait pas exprès, mais il vous entraîne un peu vers une pente un peu dépressive. Oui, voilà. Donc c'est important que vous tiriez le signal d'alarme. Voilà, je le fais ce soir. Ben oui, mais je le fais ce soir. C'est parce que aussi il y a tout un ensemble de choses qui vous amènent à un peu ce constat. Oui, voilà. Et que ce qui vous avait rapproché, peut-être au départ, au cours de cette formation, à travers votre vécu, vos difficultés respectives, aujourd'hui est un obstacle. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'avant, on discutait beaucoup, quand on s'est rencontrés, on discutait beaucoup. Je comprends. Et maintenant, mis à part pour me crier dessus, il n'y a pas beaucoup de dialogue, quoi. Oui, mais ça ne va pas. C'est des dialogues sur les choses du quotidien. C'est dialogue sur des choses du quotidien. C'est même pas samedi prochain on va faire une sortie là. Ça, je pense à toi, ma chérie, ça te fera du bien. Mais t'as pas envie d'aller en discothèque. Non, j'entends pas tout ça, moi. J'entends pas tout ça. Alors qu'il sait très bien que j'aime bien sortir et que j'aime bien danser. Et oui. Et pourquoi vous ne le faites plus ? Je le fais plus parce que j'ai plus personne avec qui le faire. Mais il faut retrouver des personnes avec qui le faire. Parce que vous allez y perdre votre joie de vivre. Oui, mais c'est vrai en plus. Parce que même malgré vos difficultés, vous êtes quelqu'un, dans ce que je perçois de vous, qui reste assez enjoué. Il y a une forme de... Oui, vous pouvez très vite, au contact des autres, vous sentir mieux. Et même avoir envie de danser, être bon. Là où vous êtes face à quelqu'un qui, lui, peut-être ce contact avec les autres l'effraie et qui se replie chez lui, parce que chez lui, il se sent en sécurité. Alors encore une fois, c'est pas contre vous, mais si effectivement il est chez lui, entre ses quatre murs et qu'il regarde les chaînes d'infos en continu, c'est pas non plus ce qui l'arrange. Puis parfois verbalement, il veut m'aider quand je suis en contradiction avec d'autres personnes. Parfois, il veut m'aider, mais en fait, maladroitement, il dit tout le contraire de ce qu'il faudrait dire, quoi. Par exemple, il fait beaucoup de Baudelaire. Voilà, il fait beaucoup de Baudelaire. Il voudrait m'aider en racontant sa vie. C'est-à-dire, il aime Baudelaire, c'est ça ? Et la sienne. Et il est très maladroit. Il raconte que des bêtises, quoi. Oui, mais enfin, vous voyez bien qu'il veut. C'est pas. Il est pas méchant en fait. Non, cet homme. Pas qu'il est méchant. Mais comme vous dites, il est maladroit. Et comme parfois quand on va mal, très centré sur lui-même. Très centré sur lui-même. Oui. Là où vous, et c'est généralement les personnes qui, comme vous, ont cette capacité, même si elles ont des difficultés psychiques, à s'ouvrir aux autres, s'en sortent mieux. Bien sûr. Parce que il y a un désir quand même de lien
Et on a besoin de liens. On peut pas vivre seul, nous les êtres humains. Oui, bien sûr. Bon, donc je pense que, au vu de ce que vous me dites, cet homme encore une fois, vous n'y pouvez rien, vous n'êtes pas responsable de sa vie, mais à un moment cette histoire vous a porté, aujourd'hui c'est plus le cas, et au contraire, elle est en train de vous entraîner un peu vers le bas. Vers le bas, oui. 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 Alors qu'est-ce que je fais? Je le quitte pas. Plutôt que d'attendre, parfois, vous savez, il y a quelque chose d'un peu, alors pour le coup, de très déprimant, de rester dans une histoire qu'on ne sent plus et d'être là. Enfin, vous allez y perdre un peu de votre confiance en vous-même. Je l'aime, mais vous le trouvez attachant certainement parce qu'il a c'est un garçon bizarre parce qu'il m'a toujours dit, tu sais. Tu es la dernière fille de ma vie, après toi, il n'y en aura pas d'autre, quoi. Bah oui, mais enfin, c'est pas très... D'accord, ça, on peut le prendre comme une déclaration d'amour, mais c'est pas très stimulant. Je lui ai dit, d'ici 5 ans, tu rencontreras une autre personne et tu recommenceras ta vie. Je lui ai dit, c'est pas parce que si un jour je te quitte, mais parce qu'il croit toujours que je vais le quitter, parce qu'il me dit toujours, t'es belle. Toi, tu vas plaire à d'autres hommes, tu vas rencontrer d'autres hommes. Mais c'est pas de la jalousie, hein, mais il croit toujours que il croit qu'avec mes bourrelets, je vais réussir à séduire, me brûler au ventre. Non, mais je vais réussir à séduire les bourrelets, c'est pas ce que les hommes voient en premier chez vous. Il y a chez vous une joie de vivre que lui n'a pas malheureusement. Mais oui, et il le sent et il a peur de vous perdre. Et ça peut être un frein pour vous. Parce que comme cet homme vous touche d'une certaine façon, ça vous culpabilise de laisser. C'est déjà difficile parfois. C'est difficile de se séparer, de quitter, et d'autant plus quand on sait que l'autre ne va pas bien. Mais j'ai envie de vous dire, Célia, vous n'êtes pas responsable de ces difficultés. Quand vous l'avez rencontré, il avait déjà ces difficultés-là. Vous n'êtes pas responsable de la vie qu'il a eue. En revanche, vous êtes responsable de la vôtre de vie. Tout à fait. Et le problème, c'est que vous sentez bien et qu'il faut en tenir compte. Qu'à son contact, vous allez moins bien. Donc, que cet homme, même si c'est malgré lui, ne vous fait pas de bien. Tout à fait. Ne vous fait plus de bien, en tout cas. Oui. On va marquer une petite pause, Célia, et on me dit, Benjamin me dit qu'il y a Francis qui est avec nous au 39-21 et qui voudrait vous parler. Donc, restez bien en ligne. Juste après la pause, on accueillera Francis. À tout de suite. À tout de suite, Célia. 23h40, vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct, bien sûr, jusqu'à 1h du matin. La ligne est ouverte au 39-21. Nous sommes en compagnie de Célia. Vous êtes là, Célia? Et maintenant de Francis. Bonsoir Francis. Oui, bonsoir Caroline. Merci d'avoir appelé pour Célia. Alors vous l'avez écouté attentivement et je crois que vous vouliez lui parler. Écoutez Caroline, je ne suis pas prétentieux, je suis un être simple. J'ai 75 ans bientôt, mais toute la psychologie de la vie, l'observation des choses, tout ça c'est mon domaine, et je suis d'une extrême sensibilité, ce qui est un avantage et des fois un malheur, si vous voulez, parce qu'on sent tout, on sent beaucoup plus vite et beaucoup plus profond ce que beaucoup de gens ne sentiront jamais. Alors, en ce qui concerne Caroline, en ce qui concerne votre lycée, son Célia, Célia qui vous écoute. Oui, alors écoutez Caroline. Non, vous pouvez vous adresser à Célia aussi. Non, mais je voulais vous dire que tout ce que vous avez dit, peut-être aurais-je été capable de m'approcher de la communication qui est extraordinaire, tant pour le fond que pour la forme. Disons que je ne suis pas non plus le dernier de la classe pour ça, mais j'ai pas grand-chose à ajouter parce que tout ce que vous avez dit, je le pense. Et je dirais aussi que, effectivement, Célia, il faut la pousser un petit peu. Parce que c'est toujours difficile, mais pour qu'elle le quitte, ce garçon-là, elle ne pourra qu'avoir que des ennuis, mais elle n'ose pas parce qu'elle se sent aussi responsable. Oui. Mais il va la détruire, comme c'est déjà commencé. C'est certain. C'est pas la peine de faire 10 ans de psycho pour comprendre ça. Vous avez raison, Francis. C'est du bon sens. Il faut avoir le courage maintenant de casser. Et casser tout de suite. Oui, parce que lui, vous avez raison, parce que lui ne pourra pas le faire, Célia. Non, il ne pourra pas le faire. Il est beaucoup plus dépendant que vous. Oui.
il faut Oui. même que son entourage lui dise, écoute Célia, c'est peut-être un peu difficile pour toi, mais après tu seras libéré. Oui. Il a une emprise sur toi et que tu n'oses pas parce que t'as un bon fond, tout ça, faut pas laisser tomber. Oui, mais ils vont se noyer tous les deux, quoi, c'est tout. Oui. Il faut pas qu'elle se noie. Voilà. Non. Quelle emprise, Francis? Oui. Quelle emprise, Francis, s'il vous Oui, plaît? mais de plus en plus maintenant. Moi, j'ai été victime d'une diffamation il n'y a pas longtemps par un ami, vous savez, et ça m'a beaucoup retourné cette histoire-là. Enfin, je ne veux pas parler de moi, mais donc Elle vous demande quelle forme d'emprise, Célia, Francis? Vous parlez d'emprise, elle vous interroge là-dessus. Oui, de la part de son compagnon. Oui. Oui. Oh, ben, écoutez. Par la culpabilité, peut-être. Il le Oui. fait pas encore Évidemment, consciemment, mais par la culpabilité un peu. Oui, En disant, toi, il tu veut as garder tout, sa tu vas me liberté, quitter. Puis après, il veut revenir, tout ça. Hein, il veut jouer sur les deux tableaux, comme c'est souvent le cas dans ces cas-là qu'on entend souvent, effectivement, sur votre antenne. Enfin, hein, et elle n'ose pas, vous n'osez pas, Célia, parce que Vous avez peur de lui faire du mal, peut-être, oui, Célia. de faire du mal, ou même que ça aille beaucoup plus loin. Je ne sais pas s'il a dans sa tête des idées noires, je ne sais pas. Et en fait, je me dis, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, quoi. Ouais. Oui, mais enfin, vous voyez que finalement, ce un tien, comme vous dites, vous éloigne de tous les autres. Et dans les autres, je ne parle pas simplement de relations amoureuses, de relations tout court. Vous êtes en train de vous couper de tout lien. A beaucoup de points communs avec son compagnon. Qu'est-ce que vous avez comme point commun, hein, que ce soit le sport, la littérature, le cinéma, tout, le bricolage. Qu'est-ce que vous avez comme point commun? Le cinéma, la musique. Oui, mais il ne veut pas sortir. Pas grand-chose. Il ne veut pas sortir finalement, mais il lui. ne veut pas sortir. Ben voilà. Donc, C'est pas qu'il ne veut pas sortir, c'est qu'il ne cherche pas à sortir. Est-ce qu'il a des sentiments quand même d'affection et même de peut-être aussi d'amour, ou est-ce qu'il est gentil avec vous? Est-ce qu'il est âpre? Il est gentil, mais il est colérique. Il est colérique, oui, ça c'est... Enfin, il est gentil, mais il est colérique. Mais vous savez, Célia, je pense que cet homme, je comprends que vous ayez peur. Il est affectueux. Bon, on entend bien que vous le trouvez attachant. Il est comment dire, dédaigneux par moment, quoi. Ouais. Le problème, Célia, c'est que... Il souhaite pas que vous le quittiez, ça c'est... Ah non, il veut pas que évident. je le quitte, non. Hein, mais... Il me fait toujours le malheureux quand il croit que je veux le quitter. Voilà, quoi. carte le poisson, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je crois que celui qui a le plus à perdre là-dedans, c'est vous, Célia. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Francis. Il faut bien que vous réfléchissiez à ça, parce que c'est des cas très très courants que notre manager de la radio que j'ai beaucoup d'admiration pour elle. C'est extraordinaire ce qu'elle peut faire tous les soirs, et je pense qu'il faut l'écouter. La raison, c'est elle qui vous la donne. Merci. Quels sont les éléments? Merci beaucoup pour votre réaction, mon cher Francis, et pour votre confiance qui me touche beaucoup. Célia, je dirais pour conclure, il faut que vous pensiez à lui. Francis a tout dit en disant que vous avez beaucoup plus à perdre dans cette histoire qu'à gagner. Quels sont les éléments qui feraient que je le quitterais? Les éléments, c'est que finalement, je vais vous faire rapidement, ça vous tire vers le fond, cette relation. Ça vous coupe de ce qui participe à votre joie de vivre, à ce que vous êtes. Vous vous repliez de plus en plus sur vous-même. Oui. Or, alors j'entends que ça vous ennuie aussi de pouvoir finalement il est important aussi de savoir se séparer, et on peut le faire avec une certaine forme de délicatesse, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'attaquer l'autre, il s'agit simplement peut-être de lui dire que vous ne vous sentez plus en phase aujourd'hui dans cette relation, que vous vous rendez compte que vous êtes très différents, que vous n'avez pas les mêmes projets de vie. D'ailleurs, regardez, quand vous songiez à avoir une vie de couple avec cet homme, lui n'est pas prêt à ça. Il a une forme de lucidité. Donc vous pouvez lui dire que vous avez... vous vous rendez compte de vos différences tout simplement, et que vous avez besoin de sortir, d'échanges, de sorties, que lui est
mieux dans une forme de vie plus sécurisante, plus casanière, c'est tout. Et dire que voilà, vous allez poursuivre votre route. Il ne s'agit pas de l'accabler, cet homme. Il n'y est pour rien. Simplement que vous avez eu 6 mois d'une belle relation, mais que vous vous rendez compte que vous n'avez pas les mêmes attentes, tout simplement. Oui. Et que vous êtes différents. Ça peut se faire sans, vous voyez, blesser l'autre. On peut se séparer sans blesser l'autre. Voilà. Et il faut que vous pensiez à vous. Parce que, comme le disait très justement Francis, dans cette histoire, vous êtes en train un peu de vous rétrécir, vous. Et vous n'avez pas besoin de ça. Est-ce que j'ai des messages? Eh bien, y a Monica qui dit l'un et l'autre, vous êtes attachés à votre liberté. Pourquoi pas entretenir une relation sans contrainte et sans projet? Le problème, c'est que c'est un peu compliqué parce que vous aimeriez partager des choses avec cet homme. J'ai besoin d'une vie de couple aussi. Bah voilà. J'ai besoin d'une vie de couple. Alors, il y a quelqu'un qui dit, et pour que ça sera le dernier message pour conclure, qui dit vous pouvez vous inscrire puisque vous aimez danser dans un club de danse et inviter votre compagnon à vous suivre. Mais bon, en même temps, si lui ne partage pas ce désir-là, vous ne pouvez pas le forcer. Il n'a pas une thune pour y aller en plus. Bon. Donc, il faut que vous pensiez un peu à vous. C'est-à-dire que ne pas vous laisser descendre trop bas. On doit vous le dire, vous connaissez quelles sont vos difficultés, et donc il est important aussi de vous entourer de personnes qui peuvent un peu vous remonter le moral, et pas l'inverse. D'accord ? Pour le moment, cet homme, évidemment, lui, se nourrit de votre présence et de ce que vous pouvez lui apporter. Mais bon, vous n'êtes pas responsable de sa vie. Donc, en revanche, de la vôtre, oui. Donc, prenez soin de vous. D'accord, Célia ? J'ai l'impression qu'il me bouffe mon énergie. Bon, bah alors, c'est un signe. C'est un signe. Bon courage, Célia. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir et merci à Francis. Merci, au revoir. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Moi aussi, je connaissais pas ce tube mondial, mais je l'ai trouvé très séduisant à écouter. Le temps de patienter, j'étais très bien. Ah ben ça me rassure. Alors on est deux, Marie. Non, parce que Fifi me dit non, mais arrête, c'est un tube mondial. Bon, bah voilà. Oui. Bon, très bien. Prenons acte. C'est bien, on découvre. Hein. Oui. Vous avez une toute petite voix, je vous entends. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Oui. Oui. Alors, on va. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux. Merci beaucoup, Marie. Oui, c'était juste que j'avais baissé le son un petit peu. Ah ben non. Non, à la radio, on monte le son un peu, même si c'est des confidences. Oui, c'est de grosses confidences. Oui. Et j'ai besoin de votre expertise et de votre recul et votre professionnalisme pour arriver à me dépatouiller de la situation dans laquelle je suis. J'ai beaucoup de discernement pour les autres, mais pour moi, là, pour le moment, je suis un peu perdue. Bah oui, mais c'est normal, on est tous comme ça, vous savez. Oui, mais c'est pour ça que essayons d'avoir... ensemble, un peu de prendre un peu de recul. Oui, le discernement de demander l'avis de personnes neutres et extérieures. Bien, donc vous avez une fiche qui vous a, grosso modo, je pense, expliqué quelle était ma situation. Oui, mais est-ce que vous pouvez quand même me la résumer en quelques mots? Parce que moi, ce que j'ai, si ça peut vous aider, c'est que vous avez une relation avec un homme marié. Oui. Cette relation avec lui dure depuis 4 ans. Oui. Vous êtes célibataire. Oui. Et vous dites que cet homme ne serait pas à l'aise dans cette double vie. Au bout de 4 ans, je ne sais pas. Moi, je lis ce qu'il y a écrit. Hein, oui, maintenant. Voyez. C'est un peu ça. Lorsque nous Marie, il faudrait bien que vous parliez dans le combiné, parce que sinon on vous entend vraiment mal. Et là, c'est bon? Oui, là, c'est mieux. Merci. Oui, j'avais un peu bougé. Excusez-moi, parce que je ne me rends pas du tout compte de ce qui se passe. Vous avez raison. Bien. Alors, essayons de récapituler ce qui s'est passé en 4 ans. C'est quelqu'un que je connaissais de loin par des amis communs. Je savais qu'il était marié. Mais jamais je n'aurais pensé à un moment ou à un autre que ça pouvait m'arriver de tomber dans les bras de cet homme. Il ne vous attirait pas plus que ça? Non, pas. J'avais eu un tilt des années avant, mais c'était dans une ambiance festive, je l'avais mis sur le compte de
de cette ambiance justement, et puis j'avais oublié. On s'était rencontrés chez nos amis communs une ou deux fois. Oui. Effectivement, des atomes crochus dans la discussion avec lui. Pas avec son épouse que je connais de loin, mais sans l'avoir approchée dans le cadre des conversations qu'on peut avoir dans des dîners entre amis. Et puis le temps a passé et c'est dans le cadre d'une fête mais très très vaste où il y a beaucoup de monde qu'on s'est retrouvés, où il m'a invité parce qu'il y avait un peu de relations publiques, il y avait des choses comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, ce soir-là, on est tombés dans les bras l'un de l'autre. Une toute fin de soirée, après une soirée tout à fait normale. Et je ne pensais pas tomber dans ses bras. Et depuis 4 ans, j'y suis restée. Eh oui. Et je sais, et ça je le savais, je sais que son ménage allait mal. Il ne me l'avait pas caché. Mais c'est toujours ce qu'on dit. Parce que c'est banal à pleurer, ce que je vous raconte là. Parfois c'est vrai, hein. C'était vrai, mais il venait de perdre sa mère et il s'était rendu compte que l'amour et l'affection, il l'avait de sa mère avec une femme plutôt froide et distante, parce qu'à l'époque, quand on a commencé à parler, il ne s'était pas encore passé énormément de choses entre nous. Je savais qu'ils avaient une cohabitation, si vous voulez. Là, depuis 4 ans, il me l'a continué à me l'affirmer. Ça, je ne veux pas rentrer dans cette vie conjugale qui est la sienne, qui ne m'appartient pas. Non, plutôt parler, vous avez raison, plutôt parler de ce qui vous amène, vous, aujourd'hui, et qui vous amène à vous interroger, peut-être, sur votre relation. Alors, ces 4 ans, alors, ce que je disais à Paul, que vous... Que je remercie de son écoute et de sa chaleur, la façon qu'il a de nous accueillir est formidable, vous pourrez lui dire. C'est vrai. Je lui dirai. Oui, parce qu'il met à l'aise, il est très plein d'empathie naturellement. Oui, il est très spontané. Et ça fait du bien. Très naturellement. Oui. Et effectivement, ce que je lui ai dit et ce que je pense réellement, c'est que quand nous nous sommes rencontrés, je crois qu'il s'est cru moins marié qu'il ne l'était en vérité, parce que il semblait il allait vers moi, il était prêt à tout lâcher pour que nous construisions quelque chose. Puis finalement, au bout de 4 ans, il y a des liens. Alors, on va marquer une pause, Marie, tout va bien. Le temps du journal et on se retrouve dans quelques minutes. Donc surtout, ne raccrochez pas. À tout de suite. Non, je ne raccroche pas. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21. La ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin. Alors je vous invite à prendre la parole, bien sûr, et à me poser toutes les questions qui vous préoccupent. 39 21 pour dialoguer avec moi, mais aussi, si vous le souhaitez, pour apporter votre soutien à un auditeur ou une auditrice à tout moment. Vous pouvez également réagir par mail sur le site europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission, ou encore par SMS au 7 39 21. On va retrouver Marie tout de suite. Vous êtes toujours avec nous, Marie ? Oui. Et Benjamin m'a donné les consignes de bien me... Ah oui, de bien parler sur un plan technique, pour bien parler. Et il a bien fait, Benjamin, parce que là, on vous entend beaucoup mieux, Marie. Ne bougez plus, c'est parfait. Je m'applique. Voilà, très bien. Vous êtes une élève appliquée, bravo. Allez, 10 sur 10 déjà, voilà. Ah voilà, déjà, j'aurais pas tout perdu. Non, pas du tout. Bon, ok, alors revenons-en à nos moutons. Mes moutons, c'est cette histoire qui m'occupe quand même depuis 4 ans. Il y a
il y a plus de 2 ans, bientôt 2 ans et demi, ce compagnon chéri m'a expliqué qu'il n'arrivait pas à quitter sa femme. C'est là où je me suis dit, il est quand même un peu plus marié qu'il ne le pensait, parce qu'il me l'a dit, parce que je pense qu'il doit y avoir sûrement un sincère attachement à tout ce qu'il a construit, avec une famille, des enfants. Probablement. Oui, mais nous ne sommes plus des lapins de 6 semaines. Hein. J'ai 59 ans, nous avons le même âge, à peu de choses près. Mais justement, vous savez, parfois en vieillissant, on a d'autant plus peur de prendre des risques. Bien sûr, mais j'en suis parfaitement consciente. Oui, j'entends. Et alors, ça, je l'ai admis. J'ai dit, bon, ok, tu vas m'aider on va se séparer gentiment. Et puis, nous avons eu un retour de flamme. Parce que je ne suis incapable de trancher. Vous avez raison. Pardonnez-moi, je vous interromps, Marie, mais vous avez raison. Oui. Cela aurait été à lui, à ce moment-là, de vous aider et de dire, écoute, je suis désolée, Marie, mais je me rends compte que je ne peux pas, en fait, quitter ma femme. Je n'y arrive pas et je ne peux pas donc répondre à tes attentes. C'est lui qui aurait dû. Bien sûr, mais c'est vrai que nous sommes aussi désarmés l'un que l'autre par une telle évidence dans notre relation. Il y a, si vous voulez, ce que je vous dirais, pour résumer, c'est étincelle et harmonie. C'est comme une évidence, il y a une complicité, il y a une facilité dans nos rapports quand on est ensemble qui est absolument formidable. Et on s'est nourri, on a fait tellement de choses. Dès qu'il a pu, en dehors de son contexte proche, m'emmener parce que c'est quelqu'un qui, pour sa vie professionnelle, voyage tout autour du monde, donc il m'a emmené partout dès qu'il le pouvait. Et nous avons vécu des moments absolument merveilleux et privilégiés. Et ne serait-ce que ça, je ne le regretterai jamais. Oui, vous avez raison d'ailleurs. Mais aujourd'hui... Mais je le prends parce que avoir le goût du bonheur, c'est un petit peu ça aussi. Oui. Après, on a continué avec des retours de flamme. Moi, je pense qu'il y a une grande confiance parce qu'il sait que jamais je ne ficherai la pagaille dans cette partie de vie qui est la sienne et qui ne m'appartient pas. Mais en même temps, j'ai expliqué qu'on a besoin de lumière. Rester une femme de l'ombre me paraissait difficile et par moments insurmontable et par moments surmontable tout à fait du fait de ce que nous pouvions vivre ensemble. Mais à un moment, on a besoin de se nourrir de l'extérieur. Donc, il y a eu quand même des soubresauts. Oui. Et je l'ai quitté, c'est moi qui avais mis le holà l'année dernière, il y a bientôt 1 an. J'ai dit, maintenant, c'est plus possible. On arrête. Moi, je ne peux pas te partager comme ça ad vitam aeternam. C'est pas toi le problème, mais c'est la situation, c'est l'envie. Oui, en même temps. Mais moi, j'avais pas envie d'être en même temps celle qui prend la décision de quelque chose que je ne souhaite pas. Évidemment, c'est douloureux. Bien sûr. Oui, mais lui, il échappe à son rôle de bourreau dans ces cas-là, parce qu'il ne veut pas faire de victime, et il y a blessure, quoi qu'il arrive. Alors bourreau, le terme est quand même une approche trop fort, mais en tout cas, en ne voulant faire de mal à personne, il en fait à tout le monde. On est bien d'accord. Bon. Et puis évidemment, on ne choisit pas d'aimer et on ne choisit pas d'arrêter. Donc j'ai réappuyé sur le bouton. C'est reparti pour un tour. Et jusqu'à présent, c'était moi qui disais stop. Et là, il y a 1 mois et demi, c'est lui qui a dit stop pour la première fois, en disant qu'il était trop mal dans son absence de décision qui se retrouvait face à lui-même, lui convenait pas comme ça. Mais bien, dont acte. Donc, on est resté muet et silencieux. Et puis, on s'est recontacté légèrement, un petit texto, un petit mot. Et on doit se voir la semaine prochaine, on ne s'est pas vu depuis 1 mois et demi. On a eu presque pas d'échange, très neutre, très factuel sur comment ça va. Qui a désiré, qui a pris l'initiative de cette rencontre ? Alors, je vais vous dire comment on s'est retrouvés, parce que moi j'étais restée muette, mais c'est un espèce d'acte manqué, parce que là je peux vous promettre sur tout ce que j'ai de plus cher, que j'ai appuyé sur son numéro via Messenger sans le vouloir,
en étant en train de consulter d'autres contacts que j'avais, familiaux, amicaux, et j'ai appuyé sur lui au lieu d'appuyer. Donc il en a profité pour vous relancer. Non, j'ai raccroché immédiatement, mais là effectivement il m'a mis un petit mot, tu as essayé de me joindre. Bien sûr. Je n'ai pas pu. L'occasion était trop belle, oui. Pas. Et j'ai répondu non, c'était une erreur. Mais pas c'est possible. comme ça que vous avez renoué. Et on a renoué. Bon. Et comment envisagez-vous cette rencontre-là? Eh bien justement, c'est là où je suis très ennuyée parce qu'on ne s'est pas revu et on doit se voir la semaine prochaine. Avez-vous envie de le revoir? C'est pas la bonne question parce que j'imagine là, oui, mais est-il nécessaire de le revoir? Oui, complètement. Pour moi, je pense que c'est important parce que là, comme l'initiative de cette rupture n'était pas à mon initiative, j'ose espérer avoir la force de me respecter en lui disant on ne peut pas continuer comme ça. Mais j'ai besoin que ça soit dit. Vous vous mettez à l'épreuve, je trouve, Marie. Oui, mais parce que vous savez, enfin, au vu de ce que vous me racontez, il y a déjà eu des tentatives de votre part, et puis oui, mais peut-être là, renouez. Comme c'était à mon initiative et là que c'est à la sienne, il y a une espèce d'amour-propre ou d'orgueil qui peut me tenir debout. Oui, mais enfin, parfois, l'orgueil peut nous mener très loin. Non, oui, je comprends, vous voudriez reprendre la main, mais ce qui est important, c'est vous. C'est comment vous allez vous sortir de ça, finalement. De cette relation à laquelle vous êtes très attaché. Mais où finalement, cet homme vous dit qu'il ne peut plus faire face, pas à n'importe quel moment non plus, au moment où d'une certaine façon il y a une pression de votre côté qui s'accentue vis-à-vis de lui. Non, j'en avais plus mis du tout depuis très longtemps. J'avais dit moi je prends Carpe Diem à l'époque. Et moi j'avais remis aucune pression, au contraire. Mais qu'attendez-vous aujourd'hui? Eh bien, de cette histoire de lui. J'espère de pouvoir prendre le risque des réponses à mes questions parce que si vous voulez, cette rupture qu'il a demandé, c'était pas une rupture, il a demandé un break. Il a demandé une période de réflexion. C'est moi qui l'ai pris comme une rupture. Hein. Et il ne me l'a pas signifié en face à face parce qu'il n'en a pas eu le courage, il me l'a avoué. Mais que souhaitez-vous, vous, Marie, plutôt que finalement cet homme, on ne sait pas quelles sont ses intentions? Qu'est-ce que je souhaiterais? En bref, je le voudrais lui, mais en libre. Oui, mais ça, vous savez que ce n'est pas possible. Je n'en sais rien, parce que si vous voulez, il a eu quand même, sans arrêt, c'est comme s'il était sur un mur et qu'il ne savait pas de quel côté il allait tomber. Hein. Ça fait 4 ans. Il y a 2 ans, mais après... Ça fait 4 ans quand même. Hein. Bien sûr. Vous ne pensez pas que s'il avait dû prendre une décision, il l'aurait déjà prise? C'est ce que je sais à 99% des cas, mais j'ai besoin d'avoir ce dernier peut-être... Moi, de toute façon, si vous voulez y aller, je trouve que vous ne vous préservez pas du tout. Et que vous, au contraire, vous allez au-devant d'une situation bien compliquée pour vous, parce qu'il est plutôt probable que cet homme va vous dire qu'il veut renouer avec vous, qu'il veut reprendre, et que face à lui, ça sera beaucoup plus difficile de lui dire non. Oui, mais c'est tellement compliqué de rester dans un tel chagrin comme tel oui, que mais je suis depuis un mois et demi. Carpe diem, oui, mais à un moment, bien sûr que vous êtes très triste. Mais le carpe diem, vous n'y arrivez plus, Marie. Moi, c'est ce que j'entends. Ah oui, non, mais le carpe diem, je n'y arrive plus, mais j'aimerais pouvoir avoir la force de poser clairement en face à face en disant que la situation telle qu'elle est, elle ne peut plus exister. J'aurais besoin quand même que nous posions les choses, ne pas abîmer ce qui a été, que les choses soient dites jusqu'au bout, s'il vous voulez. Et je pense que ce mois et demi de break, j'espère pouvoir prendre la responsabilité d'entendre des réponses à mes questions, même si elles ne vont pas dans le sens que je souhaite. On n'a jamais les réponses que l'on veut dans une rupture, vous savez. Quelle que soit la rupture, quelle que soit la séparation, on n'a jamais les réponses que l'on veut.
Les réponses, c'est en soi-même qu'on les trouve. C'est plus douloureux. Et je comprends votre démarche. C'est-à-dire comme si une dernière fois, vous voudriez que les choses soient posées, mais en même temps, on entend aussi toute votre ambivalence. Vous dites, quand je vous dis, il va certainement vous dire qu'il veut renouer, et qu'il ne peut pas se séparer de sa femme, vous m'avez dit pas sûr. Or, cet homme, il tergiverse. Ça fait 4 ans qu'il tergiverse. Ah ben oui. Bon, il va tergiverser une fois de plus. Oui, mais vous savez, Caroline, on ne maîtrise pas forcément ses sentiments. Mais je le sais très bien. Si on décidait de qui on aime ou de qui on n'aime pas, ça serait bien. Oui, mais parfois on aime justement des personnes qui nous font pas du bien et des histoires. Inaccessibles. Et peut-être que c'est ce qu'on aime aussi, si on se penche un peu en nous-mêmes. Mais en tout cas, en 4 ans, vous avez déjà vu un peu les contours et plus que les contours de cette relation, et vous me dites que être dans l'ombre ne vous convenait plus. Mais en même temps, si vous voulez, ces 4 ans, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté dans le travail personnel que je pouvais mener sur moi-même, puisque j'avais eu d'autres histoires. Alors bon, j'étais mariée 10 ans seulement avec 3 enfants. J'ai eu des histoires successives, des problèmes qui se sont fait jour, que je ne connaissais pas, mais qui sont liés, malgré ce qui était une très belle image d'Épinal, de relation à mes parents, à mon père particulièrement, malgré le tableau joli qui est inexistant. Et cet homme m'a apporté beaucoup de confiance, il m'a apporté énormément. Gardez-le, ça. Je le garde et je ne veux pas l'abîmer, je ne voudrais pas rester là-dessus. Parce que ça, personne ne peut l'abîmer. C'est ce que vous avez vécu avec lui. Là où vous risquez de vous abîmer, vous, c'est finalement de repartir dans quelque chose où vous n'avez absolument pas le contrôle de la situation. Vous avez du mal à entendre qu'à un moment, cet homme... Vous êtes à la fois par moments très lucide et à d'autres moments plus du tout, comme quand on est amoureuse. C'est-à-dire que cet homme vous dit, et vous analysiez très bien la situation, quand vous dites qu'il est davantage marié qu'il ne le pense, il est lié. Il est lié à tout ce qu'il a construit et qu'il ne peut pas défaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas impliqué dans votre histoire et qu'il n'a pas lui aussi un fort attachement pour vous. Le problème, c'est qu'à continuer comme vous semblez vouloir continuer, c'est là que vous allez abîmer votre histoire. Pas pareil, je voulais pas continuer pareil. Comment envisagez-vous de continuer ? Non, je voulais envisager que nous arrivions à nous dire ce qui n'a pas été vraiment dit, parce que vous savez, tant qu'il y a une petite once, tant qu'il m'a dit, moi on s'est parlé quand on me dit je n'ai pas fini de réfléchir, pour moi je voudrais que la parenthèse soit vraiment fermée, qu'il arrive à me dire que la parenthèse sera finie pour que je puisse passer à autre chose. Je n'y arrive pas tant qu'on m'a pas mis, je le sais dedans, quelque part, c'est la logique, la raison, il y a tout qui me dit... Cet homme semble davantage penser à lui qu'à vous dans cette histoire. Par moment, c'est vrai. Quand il vous a dit, il y a 2 ans et demi, qu'il vous a expliqué qu'il ne pouvait pas se séparer de sa femme, à ce moment-là, la parenthèse aurait dû, ce qui n'était pas une parenthèse d'ailleurs, ce qui était une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour dont vous me parlez. Lui aurait dû refermer cette histoire en disant qu'il était désolé, qu'il vous aimait, mais qu'il ne pouvait pas répondre à vos attentes. Oui, mais il est vrai qu'il n'a pas pu me résister parce que je lui ai dit... Oui, d'accord, mais il ne pourra pas non plus vous résister, ça va repartir. Et vous repartirez dans les mêmes affres, je le crains, pour vous. Peut-être. C'est ce que dit Angie, à quoi cela sert-il ? Vous n'aurez pas les réponses de toute façon, et tout sera à nouveau à recommencer, avec quelques blessures en plus à penser. Il y a quelqu'un qui dit, n'attendez pas qu'il tombe de votre côté du mur, car de toute façon, même s'il prenait cette décision, il faut pouvoir l'assumer, en serait-il heureux ? Et en face à face, vous risquez de craquer encore une fois. Le revoir n'est pas la solution. Monica dit, vous lui trouvez toutes les excuses et vous espérez bien sûr encore et encore, quitte à tout recommencer.
écoutez un peu cette voix intérieure, ouvrez les yeux, ce que vous faites à certains moments, même si c'est douloureux. Mais et je comprends. Mais ça, je l'entends, oui. Je comprends que ça soit douloureux pour vous. C'est toujours douloureux de prendre une décision qui vous coûte tant, parce que vous l'aimez, cet homme. Et c'est pour ça que c'est lui qui devrait la prendre pour vous, dans la mesure, et c'est là où il pense davantage à lui qu'à vous, il devrait pouvoir vous dire qu'il vous aime, certes, mais qu'il n'est pas prêt à lâcher sa vie. Et que donc, il faut qu'il me le dise. Il vous aime, il vous aime mal, Marie. Vous ne voulez pas l'entendre, mais il vous aime mal. Et je pense qu'il ne vous... Je peux me tromper, hein, parce qu'évidemment... Mais je pense qu'il ne vous le dira pas. Parce que ce n'est pas son intérêt. Vous avez peut-être raison et j'ai besoin d'entendre ce genre de choses, oui. Parce qu'à la limite, lui-même, pour se préserver, pourrait dire, écoute Marie, ne même pas chercher à vous revoir, dire, c'est trop compliqué pour moi de te revoir. Parce que quand on se revoit, on craque. Dire, mais je me rends compte que je te fais souffrir dans cette histoire, que moi aussi, au fond, je ne suis plus bien, et que je ne peux pas rester comme ça entre deux eaux, entre deux femmes, entre deux vies. Mais s'il veut vous revoir là, à mon avis, c'est pas pour vous tenir ce genre de discours. Encore une fois, je peux me tromper, mais je trouve que vous, j'entends, je comprends même très bien ce que vous êtes en train de me dire et ce que vous attendez. Mais je crains que vous ne soyez déçus parce que cet homme, de toute façon, on n'a jamais les réponses que l'on veut. En tout cas, celles qu'on attend. Et ça ne peut venir que de vous. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous appuyez, vous appuyez, vous comptez encore trop sur lui. Vous regardez trop l'histoire en fonction de lui, pas assez en fonction de vous et de votre ressenti, qui est quand même... il y a beaucoup de choses il y a beaucoup, malgré cet amour, malgré cette histoire qui a été belle, il y a aussi beaucoup de frustration qui émerge. Bien évidemment. Et de déception. Bien évidemment. Alors peut-être que vous avez besoin d'aller au bout de quelque chose et que cet homme vous déçoive véritablement et que vous pourrez vous éloigner. Parce que ça fait partie de mon caractère aussi d'aller jusqu'au fond des choses. Mes autres histoires ont été comme ça. Vous ne vous ménagez pas, je trouve. J'ai un espèce d'entêtement. Oui. Et en même temps, vous voyez, depuis 2 ans, j'ai suivi, ce n'est pas une thérapie classique, mais tout ce qui est biorésonance mémoire cellulaire. Ah, je connais pas du tout. C'est extrêmement, c'est passionnant, puisque c'est le corps a une mémoire et ce que nous dont on n'a pas conscience, le corps vous parle. J'ai eu des expériences absolument phénoménales. J'ai beaucoup grandi avec depuis 2 ans avec cet accompagnement. C'est Myriam Brousse, cette femme. Pas trop de publicité pour le thérapeute. Pardon. C'est une méthode, c'est un bouquin, c'est venu comme ça. Enfin bref, je suis désolée, mais je me tais. Oui, parce qu'on fait pas trop de, prosélytisme pour une méthode qui, moi, en tout cas dans ce que vous me dites, me laisse un peu dubitatif. Pardonnez-moi de vous le dire, mais voilà. Le corps a une mémoire, oui, bien évidemment. Le corps, tout ce que l'on ressent, ça s'imprime en premier lieu dans notre corps. Ça, je suis d'accord. Après, voilà. Bon, j'ai eu peut-être des prises de conscience sur certaines acceptations que j'avais qui étaient liées à mon enfance, à certains plis, comprends. Être l'enfant parfaite que les parents veulent, énormément de choses qui se sont fait jour et qui pour moi ont une résonance bien et qui permettent peut-être au fur et à mesure de m'émanciper. Et ce que je recherchais, peut-être certains entêtements que j'ai eus avant, je suis en train de lâcher et peut-être être plus vrai au lieu de faire ce qu'on me dit parce que c'est comme ça que la petite fille parfaite doit être. Je suis dans une démarche peut-être davantage de vérité. Est-ce que j'avais besoin de ça avec cette dernière rencontre? Je ne sais pas. C'est là où j'ai... les rencontres, vous savez, les rencontres que l'on fait ne se font pas par hasard. Hein.
Non, ça, Parfois, on oui. est pris dans quelque chose, on est conscient que cette histoire ne nous fait pas du bien, remue des choses difficiles, et en même temps, on ne peut pas s'en défaire. C'est pour ça que il s'agit pas de s'en vouloir, il s'agit effectivement de comprendre ce qui est en jeu. Voilà. Je reçois un message intéressant, je sais pas, je vais vous lire de Moira, elle a laissé un message sur la page Facebook. Elle dit, mais Marie, si vous restez avec ce monsieur, quand il prendra sa retraite, que croyez-vous qu'il va se passer ? Il va rester tranquillement avec sa femme et ses enfants auront des enfants et pouponnera gentiment. C'est ça? C'est dur, hein, ce que vous dites. Et pour vous, alors, ça se passera comment ? Je ne sais pas, non, j'ai pas la réponse à cette question, mais c'est intéressant parce que cette disponibilité qu'il avait du fait de son travail, qu'il amenait à voyager beaucoup et où vous l'avez accompagné, c'est vrai que Bien ça sûr. devient encore plus compliqué quand la personne au moment de la retraite n'a plus ces prétextes-là, et où il faut aussi envisager comment vous envisagez votre vie dans l'avenir, parce que c'est vrai que quand on est encore jeune, en pleine possession de ses moyens, on peut être dans l'ombre, mais après c'est difficile. Exact, vous appuyez exactement là où il faut. Je le fais pas pour vous faire du mal, je le fais parce que c'est quelque chose qui. Mais c'est vrai. C'est la vérité, on a envie à un moment, dans ce que paisible. j'entends de vous, en tout cas, il y a des personnes qui peuvent. Ça correspond à quelque chose de leur façon d'être, de leur histoire, mais c'est vrai que j'entends chez vous quand même un vrai désir de partage. Ah oui, absolument, ouais. Absolument. Absolument, je sais que je suis à côté des clous de ce qui est bon pour moi pour les années futures. Oui, c'est ça. Et il faut y réfléchir. C'est un espèce d'entêtement de le vouloir lui, mais libre. Je comprends. Alors après, il faut arriver à. C'est comme un deuil parce que je ne veux absolument pas comparer avec un deuil de personnes qui perdent leur conjoint et avec la mort définitive qui est difficile, mais en quelque sorte d'avoir quelqu'un qui disparaît de votre horizon. C'est en quelque sorte douloureux aussi. Oui, il faut bien sûr que s'habituer à l'absence. Mais c'est-à-dire qu'il y a cette absence peut ouvrir aussi d'autres portes. Mais oui, d'autres portes. On se libère pour autre chose. Oui. Je pense. D'ailleurs, il y a, à ce propos d'émancipation, il y a Angie qui envoie un message très pertinent qui dit mais finalement cette émancipation, cette autonomie à laquelle vous aspirez, ne serait-elle pas de ne plus le revoir et d'écrire la fin avec vos propres mots? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très juste. C'est-à-dire que vous avez aussi, vous, la possibilité d'écrire avec vos mots à vous, de ne pas attendre des réponses qui viennent de lui. Et je suis bien d'accord, mais cette histoire que je voulais dire, je voulais dire mes mots à moi, et je voulais avoir la force de est-ce que j'en aurais le courage, mais c'est pas du courage. Vous dites à un moment, c'est presque plus de l'entêtement et quelque chose où vous ne vous préservez pas. Vous avez raison, je pense. Vous ne vous préservez pas assez. Alors il y a c'est curieux parce qu'il y a deux messages qui tombent et qui sont qui prennent des voix complètement différentes. Il y a Nathalie qui dit « Moi j'ai tenu le coup pendant 12 ans et maintenant nous sommes très 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 heureux », dit Nathalie. Et quelqu'un qui dit « J'ai été pendant 12 ans dans votre situation, Marie, pour arriver au final à rien d'autre que la situation de partir. Pensez à vous, surtout. » Bien sûr. Voilà, après... La seule chose que je puisse dire, c'est que je n'ai pas le goût du malheur, d'une façon générale. Et Dieu merci, parce qu'il doit y avoir un espèce quand même de clignotant, un instinct de conservation. Tant mieux. Je ne me laisserai pas abattre et je sais que la vie continuera. Ça, je ne vais pas mourir de chagrin quand même. On va se quitter sur ces paroles plutôt pleines d'optimisme pour l'avenir, pour votre avenir, Marie. Oui, mais je vous remercie, Caroline, parce que quand même, vous m'avez ouvert une piste de réflexion sur la non-nécessité d'aller remettre une couche. De vous préserver un peu, de penser davantage à vous préserver, à vous protéger. Oui. D'accord. Merci de votre confiance, Marie. Et merci de votre éclairage, Caroline. Bonne nuit, Marie. Merci. Merci. Je vous embrasse. Au revoir. Moi aussi, au revoir. Bonsoir, Hélène.
Bonsoir. Je suis très émue de vous entendre. J'ai été très bien reçue par Benjamin. Ah, ben ça va lui faire plaisir. Voilà, j'ai exposé... C'est sa première ce soir en plus, là. C'est vrai? Oui, il va être à vos côtés cet été, mais c'était sa première ce soir, voilà. Voilà, donc j'ai été très bien reçue. Alors je lui ai exposé mon petit problème, qui est le problème de ma petite fille de 14 ans actuellement, qui avait été diagnostiquée précoce à l'âge de 8 ans, et qui est actuellement dans un lycée d'excellence. Je ne sais pas si on peut nommer ce lycée. Oh, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce qu'il vaut mieux garder un certain anonymat. On ne sait jamais. Il y a beaucoup de personnes à l'écoute. Au vu des informations que vous avez données sur votre petite fille, c'est pas nécessaire qu'on puisse la reconnaître. Voyez. On ne dira pas son prénom d'ailleurs. Non, c'est préférable. Oui. Alors depuis qu'elle est rentrée dans ce lycée où elle se plaît énormément, il y a beaucoup de. Elle est ingérable d'une part avec ses parents. Difficile avec ses professeurs, bien que très très investie dans le lycée. Elle est déléguée de classe. Mais c'est bien. Elle participe à la vie. D'accord, elle représente les élèves. Elle l'aime bien, mais elle ne travaille pas. Elle a lâché complètement. Enfin, elle a lâché. Elle a jamais vraiment travaillé. Et là, elle arrive en troisième, où il faut quand même un minimum travailler. Donc, c'est cause de gros problèmes avec ses parents. Oui, elle a tellement de facilité que finalement, elle s'est beaucoup reposée sur ces facilités-là sans trop travailler. Et là, elle a décroché. Complètement. Elle est amoureuse ou qu'est-ce qui se passe? Non, pas vraiment. Elle aime bien, elle a 14 ans, elle est mignonne, donc elle a des copains à gauche à droite, mais sans plus. Qui a décidé du choix du lycée d'excellence? Parce que c'est intéressant, à partir du moment où elle est là, elle décroche. Bon. Alors, elle était dans une école primaire, où ça se passait vraiment très très bien pour elle, et les enseignantes ont dit, mais on va l'appeler Maïlis, elle s'appelle pas Maïlis, devrait essayer passer ce concours du lycée pour y rentrer, parce qu'on pense que ça peut lui convenir. On rentre en CM2, c'est un lycée bilingue, on apprend 2 langues, et elle est tout à fait capable de rentrer dans ce lycée. Elle a effectivement eu ce concours, elle y est rentrée, elle s'y plaît énormément, mais ne travaille absolument pas. Alors, ce qui pose d'énormes problèmes avec ses parents, c'est vraiment conflictuel. Vous ne pouvez pas imaginer de quelle façon. Elle est ingérable avec ses parents, les parents attendent beaucoup trop d'elle. Peut-être, oui. Donc, nous, les grands-parents, nous l'avons quand même de temps en temps. Et là, je vais l'avoir 15 jours pendant les vacances d'été. Elle est mignonne, sinon, avec vous? Elle est adorable avec moi. Ah oui. Alors, vous voyez, là, elle est en Angleterre en ce moment pour la sortie scolaire du lycée. Après, elle va partir en Allemagne de 2 semaines chez ses correspondantes. Et moi, je vais retourner en Allemagne avec elle parce qu'elle fait de l'allemand également. Oui. Et je vais... Toute seule, toutes les deux, on va partir faire une petite excursion. C'est bien. Avec sa mère, c'est pas possible. Elle se fâche tout le temps. Avec la sœur, c'est toujours conflictuel. Alors, comment peut-on... Elle est très proche de vous. Il y a une complicité entre vous deux. Oui. Alors, je sais pas si... Et dès que c'est familial, c'est plus possible. C'est entre les parents, la sœur et elle. Jusque-là, c'était une petite fille, une enfant qui ne posait pas de problème malgré sa précocité. Enfin, qui était. Si, dès le départ, elle a été assez ingérable dès le départ. Très très dynamique, très très dispersée. Enthousiaste pour tout, très très vive et difficile à canaliser. Il y avait une de ses institutrices de maternelle avait dit, on va dire Maïlis, on l'aime ou on la déteste. Elle a dit, moi je l'aime. Elle ne laisse pas indifférente, mais visiblement il y a beaucoup plus de gens qui l'aiment que qui la détestent. Elle est attachante. Elle est attachante et malgré donc elle est plus jeune, elle se trouve dans une classe où elle est la plus jeune. Oui, en quelque sorte. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir une bande d'amis, là. Une grande bande d'amis, même. Mais c'est très rassurant. Très sociable, c'est très rassurant. Alors, je sais pas, moi, je suis ennuyée parce que les relations sont très mauvaises entre elle et ses parents. Dès que je vais chez eux, c'est extrêmement conflictuel et moi, ça me rend malade. Oui, mais peut-être qu'il y a trop de pression aussi mise sur ses épaules parce qu'elle a 14 ans. Elle a une pression extrême, me dites-vous? Oui, tout à fait. Les parents sont de la part des parents, extrêmement attachés aux résultats scolaires? Oui.
Alors, Oui, mais il faut forcément, qu'il... à cet âge-là, on l'est pas toujours. Non, et elle, exactement. C'est-à-dire que c'est ce que dit une auditrice prénommée Danielle qui dit Oui. QI ou pas, surdou ou pas, elle a simplement 14 ans. Elle vit en adolescence, un peu comme les autres. Et dans un sens, alors il est normal que, en tant que parent, si l'enfant décroche complètement, qu'on s'en inquiète, parce que c'est aussi une façon de gâcher quand même ses capacités en termes d'orientation et autres. Bon, donc il est important d'être vigilant, mais il est aussi important de se rendre compte finalement qu'est-ce qui fait qu'elle arrive peut-être à décrocher comme ça. Est-ce que c'est pas trop de pression? Est-ce qu'on n'attend pas trop d'elle? Déjà par le simple fait même de l'excellence. Oui, on attend de l'excellence et moi je pense que à 14 ans l'excellence on en a pas. On la conçoit pas comme ça et en tout cas c'est pas ce qu'on souhaite en premier. On souhaite vivre et vivre pleinement et faire des expériences. Alors moi quelle attitude avoir avec moi? Ben moi je sors avec elle, on va voir des expositions, on va là partir 4 jours en Allemagne. J'aime, c'est agréable pour elle. Hein. Je la fais pas travailler. J'imagine. Oui, bien sûr qu'il faut pas la faire travailler. Pas de devoir. Oh non, vous n'êtes pas. Pourquoi les parents font travailler là pendant? Oui, énormément, et pendant les vacances et les cahiers de vacances. Pour les parents sont eux-mêmes dans des domaines, enfin, ont une formation très poussée. Oui, assez, oui. Donc. Mais il va falloir qu'ils se calment un peu là, parce qu'ils vont arriver à produire l'effet inverse là. Hein. Oui. Tout à fait, elle est elle est à un âge où peut-être elle se rebiffe et elle peut malheureusement trouver le meilleur moyen d'ennuyer. Je veux pas être grossière, mais ses parents, c'est au fond, elle le sait très bien, elle a compris. C'est à travers ses résultats scolaires. Voilà, c'est ce que Donc il va falloir, vous voyez, de même, ce sont eux les adultes dans l'histoire. Il va falloir qu'ils lâchent un peu la pression là. Oui, c'est ce qu'on nous dit et moi je pense. Qui vous dit ça? Les profs? L'entourage, la famille. Bon, les professeurs l'aiment beaucoup, hein, puis disent qu'elle a un potentiel, un excellent potentiel, mais dont elle ne se sert pas, qu'ils souhaiteraient d'obtenir d'elle d'excellents résultats, mais elle les donne pas. C'est normal, ils sont dans leur rôle de professeur. Vous me dites qu'elle a une sœur qui est plus âgée ou plus jeune? Ah non, une sœur. Une petite sœur. La petite sœur a 10 ans. Ah oui, donc elle est l'aînée en plus. Oui, donc elle écrase entre guillemets un peu sa sœur aussi, on va dire. Hein. Par son enthousiasme, son débordement, sa façon d'être et tout, et ça pose problème. Oui, elle est très extravertie, mais elle est à la limite, il vaut mieux, c'est mieux d'avoir une adolescente comme ça qui est dans des émotions très vécues très intensément, qui a ses amis. C'est un âge où on a besoin des autres et où justement les parents ne sont plus les uniques modèles, même on les déboulonne un peu, on les fait tomber de leur piédestal et on se trouve d'autres modèles qui sont les amis. Alors, il est important, je vous dis, ça serait dommage quand il y a des capacités de les gâcher. C'est peut-être d'ailleurs vous, en tant que grand-mère, qui êtes très complice avec elle, si à un moment c'est évoqué, de dire... tu as beaucoup de capacités, ma chérie, tu es très douée, ça serait dommage de te mettre dans une situation d'échec pour finalement t'opposer à tes parents, parce que c'est elle qui en paierait les conséquences. Oui, parce que moi je ne veux pas, s'il vous plaît, si parler à la place, me mettre à la place des parents. C'est difficile aussi de dire tes parents disent ça, je pense le contraire. Ah non, surtout pas. Vous avez raison. Hein? Il ne faut jamais désavouer les parents. N'est-ce pas? Non, non, vous avez raison. Non, surtout pas désavouer les parents. Mais on peut donner des conseils, conseils de mamie. Disant... Oui, il y a celui qui est. Vous êtes la grand-mère maternelle, paternelle? Oui, maternelle. Oui. Oui, il faudrait peut-être dire un peu. À côté de ça, c'est une jeune fille qui va bien. Qui sait même. C'est pour ça que je vous demandais si elle était mignonne, agréable. Non, mais puis elle est tellement heureuse. Là, elle partait en Bretagne. Elle dit, en Grande-Bretagne, mamie, je suis contente, je pars. Oui, elle est enthousiaste, ça fait plaisir. Oui. Elle est toujours. Oui, c'est pas l'adolescente renfrognée qui est là, mais tout blasée. Résultats, elle n'est pas aussi enthousiaste de ses résultats scolaires parce qu'ils sont très moyens, on va dire. Hein. Très moyen, mais elle reste dans la moyenne. C'est 6,5 sur 10 la moyenne. C'est pas non, c'est pas top. Non.
Non, et peut-être qu'à un moment, il faut pas vous n'êtes pas là pour ça, mais peut-être vous trouverez un moment dans la discussion de dire parce que il s'agit pas de désavouer ses parents ou de les accabler, mais elle sait bien que vous n'êtes pas dupe et que vous savez que c'est compliqué actuellement dans la famille. Dire écoute. C'est normal à ton âge aussi de vouloir un peu t'émanciper. Mais ce qui serait dommage, c'est qu'elle gâche ses capacités, son potentiel en s'opposant à ses parents. C'est le cas actuellement. C'est-à-dire que c'est pour finalement les ennuyer, laisser dire je vais me mettre alors que je suis dans un lycée d'excellence à avoir des résultats scolaires catastrophiques. Parce que au final, c'est elle qui se punit. Oui, mais c'est elle qui se punit et qui se. Les parents disent tu te punis. Oui, mais à 14 ans, on n'en a pas conscience. Ce qu'elle voit, c'est qu'elle les fait surtout réagir et que ça les enquiquine. Et ça. Exactement. Voilà. Oui. Alors moi, elle sort de son rôle aussi de petite fille qui gratifie par le fait qu'elle est très intelligente, très vive, très curieuse. Elle sort de ce rôle gratifiant, ce qui est propre à l'adolescence. Hein. Oui. Bon, mais encore une fois, vous voyez, trouver un moyen pour lui dire à 14 ans, on ne mesure pas. Si on dit oh là là, oui, qu'est-ce qu'on en a à faire d'un mauvais résultat scolaire, mais que il y a déjà malheureusement et de l'avenir, on est dans le temps présent. Oui. Quoique, vous savez, les adolescents se projettent plus qu'on ne le pense et il y a des angoisses qui surgissent à ce moment-là aussi par rapport à l'avenir. Oui, et d'autant plus si pour les parents l'avenir ne passe que par l'avenir professionnel. Et que c'est en gros, mais tu te rends pas compte, si tu rates tes études, tu rates ta vie. Ça, les adolescents, ils peuvent pas c'est exactement les propos qu'on lui tient. Mais oui, mais parce que les parents sont très anxieux, très angoissés. Il y a une pression scolaire de plus en plus forte, une pression sociale mise sur les études. On voit tout ce qui se développe, tous ces instituts pour aider les enfants. Ça répond à une angoisse massive des parents. Tout à fait. Mais ce discours-là est contre-productif parce qu'un adolescent lui dire que s'il rate ses études, il rate sa vie, ça veut rien dire. Surtout que parfois il voit des parents qui sont dans le boulot à fond. Et qui passent à côté de leur vie. Et les adolescents, c'est les meilleurs. C'est exactement la situation, c'est exactement ça. Bah oui, vous avez tout compris. Voilà. Alors les adolescents, vous savez, ils ont, contrairement à ce qu'on dit, c'est tout sauf. D'ailleurs, Isabelle Quenin faisait une émission cet après-midi passionnante sur les ados. C'est tout sauf l'âge ingrat. Ils ont une clairvoyance à cet âge-là, et ils cernent les adultes très très vite. Et à un moment, ils perçoivent très bien que les adultes qui disent, mais tu sais le boulot, qui sont à fond dans si tu réussis pas, tu passes à côté de ta vie. Ils voient surtout parfois des parents qui passent à côté de leur vie parce qu'ils sont submergés par leur travail et plus disponible. Alors, bien sûr qu'il y a pour autant quelque chose à faire passer, c'est-à-dire dans le travail est un facteur d'épanouissement. Quand on a la chance d'exercer un métier qui nous plaît, même je dirais qui nous passionne. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Bien sûr que non. Et ce qui serait dommage, c'est quand on a la chance d'avoir des capacités, de les gâcher. Oui. Parce que malheureusement, il y a des systèmes d'orientation, tels qu'est fait la scolarité aujourd'hui, qui se mettent en place très tôt. Et ça, elle peut tout à fait le comprendre, votre petite fille. Ah ben tout à fait, mais tout à fait, on peut parler tout à fait sérieusement de tout ça, même si elle n'est pas... Elle a d'autres choses en tête, même si elle se sent pas vraiment concernée par son avenir. Elle est heureuse de vivre, elle est contente, elle aime faire de la musique, de l'art plastique, du théâtre, etc. Et les études, c'est très secondaire dans sa tête. C'est ça qui est un peu compliqué pour son avenir, on va dire. C'est pour ça, je pense, là, vous partez en vacances et justement, elle va faire autre chose. À un moment, comme elle est très proche de vous, elle va certainement aborder les parents à travers en disant, oh là là, ils sont sur mon dos et tout. Et vous pouvez vous montrer en disant, oui, bien sûr, tes parents, ils sont angoissés, comme tout parent, parce que la scolarité aujourd'hui... On sait que c'est aussi se donner des chances de finalement, plutôt que de réussir dans la vie, de choisir un métier qui nous plaît, qui nous passionne. Et toi, tu as cette possibilité-là à 14 ans, rien n'est joué, tout est possible, elle a tous les possibles devant elle, donc elle ne se ferme pas des portes simplement par opposition. Et si vraiment, à la rentrée, ce contexte continuait et que ça soit à son détriment, c'est-à-dire des notes basses, ça vaudrait le coup peut-être quand même d'aller un peu en parler.
D'accord. Même d'accord. si derrière, c'est aussi, ça sera un peu aux parents de se remettre en question, hein, surtout. Oui, tout à Sur fait. la Et puis, pression. voilà, elle voit une psychologue aussi avec qui elle parle régulièrement depuis des années. Parce que c'est compliqué depuis des années avec les parents. Et avec cette psychologue, elle arrive très bien à s'exprimer, ma petite fille, et à avoir de bons contacts. Alors on peut espérer que ça l'aide aussi, peut-être. En tout cas, pendant les vacances avec vous, c'est du plaisir, c'est du loisir, elle se repose. Et D'accord. je trouve qu'elle a un peu passé l'âge, autant pour des enfants qui sont dans l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture, c'est long, 1 mois et demi, 2 mois. Oui, c'est important parce que les apprentissages, il faut les renforcer. Oui, mais à 14 ans, vouloir faire travailler, là, je trouve que c'est un peu aberrant. Surtout si quelqu'un est doué. Oui. D'accord, oui, je comprends. Donc, on va visiter quelques musées, on va faire quelques sorties agréables en Allemagne, je vais lui faire plaisir en quelque sorte. C'est peut-être le meilleur moyen de m'occuper d'elle. Oui, c'est important de vous occuper d'elle, vous occuper d'elle et dans l'aspect plaisir et loisir. D'accord. Voilà. D'accord. Sans trop lui parler de ses études, des problèmes parentaux et des devoirs. Non, pas amener le sujet. Si elle vous en parle, vous montrez à l'écoute et disponible et peut-être, voyez, dans un rôle de dire ce dont on vient de parler. Mais pas aborder vous le sujet. Je pense qu'elle l'abordera d'elle-même. D'accord. Il y a Daniel qui dit, oh là là, c'est vrai qu'on angoisse beaucoup nos enfants sur l'avenir parce qu'on est angoissés nous-mêmes. Et Daniel qui a un petit-fils en rébellion aussi et qui lui a dit, moi je vis mon âge, la moyenne me suffit. Lorsque je serai majeur, les obligations arriveront bien assez tôt et pour la vie entière. Mais je pense qu'il a raison aussi. Elle vise aussi la moyenne et dit, j'ai la moyenne, pourquoi davantage? Alors qu'il y a tellement de centres d'intérêt ailleurs. Donc ce petit-fils a raison aussi de dire ça. Je pense on vise la moyenne en se disant, bon, on verra plus tard. Oui, les enfants de 14 ans n'ont pas du tout le... Mais non, à 14 ans, on pense pas à son avenir professionnel. Et c'est plutôt ça. Enfin, je veux dire, si déjà à 14 ans, on est dans ce genre de pensée... Il y a Monica qui dit c'est souvent les parents qui devraient aller voir un psy. Ben oui, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord. On leur a déjà suggéré d'ailleurs. Mais ils sont tellement dans cette perspective de la réussite de leurs enfants qu'ils ne nous écoutent pas. Alors nous, on a les enfants, on garde les enfants et on fait ce qu'on peut avec eux en étant beaucoup plus cool. Vous voyez c'est bien, c'est fait pour ça les grands-parents. Justement, vous avez fait votre rôle d'éducation. Aujourd'hui, vous êtes plutôt... J'ai élevé, j'ai eu l'impression que c'était plus simple à cette époque. Oui, peut-être. Il y avait moins, en tout cas, il y a toujours eu des difficultés, mais il n'y avait pas cette pression scolaire. Il n'y avait pas cette pression qu'ont aujourd'hui les parents. Et c'est pour ça que c'est si précieux d'avoir des grands-parents comme vous, disponibles, aimants, à l'écoute. Parce que justement, vous êtes sortis de ça, de toute cette pression scolaire, professionnelle, sociale. Et pour des adolescents, c'est précieux parce que il y a cette expérience un peu de la vie, il y a un peu une forme de recul. On a tellement envie de garder ce contact avec ses petits-enfants, c'est formidable. Pour vous, ça vous maintient en lien avec les jeunes. Bien sûr, ça maintient jeune d'être entouré d'ados. Donc, on aimerait que ça se passe bien, mais je vous remercie de me donner les conseils par rapport à ma petite fille, essayer de la soulager de tout ce qui est scolaire et autres cet été, de penser à autre chose et d'avoir des vacances... sympathique et bien sûr, qu'elle se repose surtout là, vraiment qu'elle se repose et qu'elle se détende. Et Nathalie, le poète, c'est bien trouvé son pseudo qui dit allez, laissez un peu respirer les enfants. Oui, surtout pendant les vacances et pendant l'été. Nécessaire. Mais bien sûr que c'est nécessaire, surtout quand on a 14 ans. Voilà, moi j'en ai 67, elle en a 14. On a vécu tellement différemment. Vous allez passer de chouettes vacances. Il y a Evelyne qui dit en tout cas, elle a bien de la chance, votre petite fille, d'avoir une grand-mère aussi attentive et aimante. C'est gentil. Mais ma petite fille le mérite aussi, alors on est bien toutes les deux. On vous souhaite d'excellentes vacances alors. Écoutez, je vous remercie infiniment de nous avoir écoutés si tard. Et moi je suis là jusqu'à 1h, vous savez. Je vais être très cool avec elle et nous allons passer des vacances détendues, je pense. J'espère. Bonnes vacances alors, Hélène.
Merci beaucoup, Caroline. Au Et revoir. bonne soirée. Et merci pour votre émission que j'écoute chaque soir. Ah, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Merci Allez, Hélène. Au revoir, merci, au revoir. bonne nuit. Alors un petit point quand même avant d'accueillir Thibaut pour vous dire que l'école de mémoire cellulaire citée par Marie à l'antenne est quand même sous la surveillance actuellement de la Mivilude. C'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Merci à vous pour votre vigilance. Vous avez été très réactif. J'avoue que j'étais très dubitative. Merci pour les messages que vous m'avez laissés. Nous avons fait une vérification. La Mivilude, qui fait un travail vraiment, essaie de repérer tous les mouvements sectaires, a un petit peu dans le viseur cette école de mémoire cellulaire. Voilà, c'est dit. Bonsoir Thibaut. Bonsoir madame. Bonsoir. Voilà, je voulais réagir par rapport à Célia. Oui, qui était la première auditrice qui Oui. nous parlait de sa relation de couple avec son homme compagnon. difficile un peu, Oui. Bon, en fait, j'avais envie de réagir parce que j'ai vécu exactement la même chose. Je m'en sors juste. Je suis encore un peu affaibli. Mais en fait, c'est assez grave comme problème, ce renfermement par rapport à la télévision, par rapport à ce... En fait, j'ai l'impression que sur ce coup, on se sent impuissant. Il y a quelque chose qui... Moi, personnellement, je savais pas quoi faire. J'avais toutes ces informations et ça me perturbait. Et mon amie, je la mettais, ça allait pas parce que je lui dis, elle essayait de me rattraper. Mais en même temps, moi, je restais toujours sur mes fictions. Ouais, mais on pourrait faire quelque chose. Et c'est un cercle vicieux, moi. En fait, il y a eu un déclic. Et j'ai réussi Ça à a été reprendre. quoi le déclic pour Le vous, déclic, Thibaut? c'est une rencontre, en fait. Une deuxième rencontre. Que D'accord. j'ai pu discuter de tout ça. Parce que c'est très compliqué, même pour nous. Hein. On s'enferme. Bien sûr. Ouais, je suis allé même jusqu'au suicide, alors... Mais... Ah oui, à ce point-là. Oui, c'est que ça prend tout le cerveau, quoi. C'est ce que je disais. Et Célia en était consciente, c'est-à-dire que son compagnon ne faisait pas cela exprès pour l'ennuyer. C'est que il était mal, visiblement. Voilà. Hein, il était en souffrance. Et vous c'est pour ça que vous vouliez aussi, même si on a peu de temps, je vous remercie quand même d'être resté avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Thibaut. Tous les jours. Ah merci alors, merci moi, de nous être fidèles. Beaucoup parce que dans vos histoires, vous m'aidez à avancer. Je suis un ancien autiste et en fait, ça m'aide tout ça. Ça me soutient. C'est les auditeurs alors qu'il faut remercier, qui partagent aussi, comme ça aussi, avec tous. nous et qui nous permettent effectivement d'avancer les uns et les autres. Voilà. Aujourd'hui, vous allez mieux, Thibaut? Oui, beaucoup mieux. Oui. Bon, vous n'avez plus ces idées noires là. Non, plus du tout. Non. Alors tant mieux, c'est ce qui compte. Vous vouliez nous dire, vous vous êtes un peu reconnu dans le compagnon et dire que ce monsieur, évidemment, était enfermé dans sa souffrance et qu'il n'en était pas responsable. Vous avez raison, on n'est pas responsable des troubles psychiques, bien sûr. En fait, on n'est pas conscient. Oui, bien, pas conscient. Et puis de la même façon qu'une maladie, les troubles psychiques, on n'est pas responsable de cela. Et il faut faire en sorte d'essayer d'aller mieux, mais c'est pas si simple. Non, je vous remercie beaucoup d'avoir pris la peine d'appeler Thibaut. Belle nuit à vous. Bonne nuit. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir Thibaut. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Il est maintenant 1h du matin et c'est l'heure de retrouver Christophe Ondelat.